Tout d'abord, merci à tous. Je mesure la confiance que vous m'avez accordée et j'en suis très fière. Et je vous promets de l'honorer, bien évidemment. Alors, un congrès s'achève et un nouveau cycle de 3 ans va s'ouvrir. C'est bien entendu le moment propice au bilan et à la mise en œuvre de projets et autres chantiers. J'articulerai donc mes propos selon 3 axes spatio-temporels, somme toute très classiques en fait, le passé, le présent et le futur de l'action de notre organisation sur les 4 continents qui y sont représentés. Il convient dans un premier temps de dresser un bilan sur les actions entreprises, et là je serai volontairement très brève, parce que le rapport moral qui vous a été présenté au début de ce congrès constitue la base de ce bilan. Nous n'avons qu'à puiser dedans pour nous rendre compte de la richesse des actions de notre organisation. Le président Netten s'était fixé 2 objectifs majeurs. L'un sur le plan interne consistait à professionnaliser le secrétariat de l'Union internationale, et l'autre sur le plan externe consistait à intégrer les grandes organisations internationales. Eh bien, non seulement il est parvenu à son but, ainsi que les travaux de ce congrès vous l'ont démontré, et tout particulièrement la table ronde de ce matin, mais en plus, il a poursuivi l'inlassable travail de son prédécesseur, Jacques Isnard, dans l'élargissement des membres de notre famille, en portant le nombre total de pays à 86 aujourd'hui, avec l'arrivée du Monténégro. Alors aujourd'hui, pour savoir quelle est la place de l'Union internationale dans le monde, je vous propose d'analyser le présent. Notre organisation, vous le savez, est reconnue dans le monde entier. Et avant d'examiner plus en détail les domaines de collaboration de l'Union auprès des institutions internationales, interrogeons-nous sur les raisons de cette coopération et de cette reconnaissance. Cette reconnaissance, elle est due tout à la fois à l'unité de l'Union internationale qui forge sa puissance en rassemblant 86 pays de 4 continents différents, mais aussi à la contribution de chacun de ces pays qui permet d'apporter une reconnaissance de notre profession unique au monde. C'est ainsi que l'Union internationale est membre du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, en qualité d'ONG, d'organisation non gouvernementale. Au sein de l'ONU existe la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, la CNUTSI. Cette commission a été chargée par l'Assemblée générale de l'ONU d'encourager l'harmonisation et l'unification progressive du droit commercial international, entre autres en coordonnant les activités des organisations en charge de ce domaine et en les encourageant à coopérer entre elles. Et nous souhaitons développer notre participation aux réunions intéressant notre profession à chaque fois que l'occasion se présentera, notamment dans 2 groupes de travail, le groupe 5 et le groupe 6, qui concernent l'insolvabilité et le droit des sûretés, qui sont parfaitement adaptés à notre profession. L'Union internationale, vous le savez, est partenaire de la Banque mondiale au travers notamment du Global Forum. Cette collaboration nous a permis de faire découvrir non seulement notre profession, mais aussi notre Code mondial de l'exécution lors de la dernière semaine Droit, Justice et Développement. Il faut bien comprendre que désormais, le droit et la justice ne peuvent pas se détacher des forces économiques qu'ils organisent et régulent, et que c'est au niveau mondial et économique que sont données les grandes impulsions qui vont façonner ensuite les législations régionales et nationales. L'Union internationale collabore ensuite depuis plusieurs décennies avec la conférence de La Haye de droit international privé, notamment dans l'aménagement des conventions relatives aux significations et notifications des actes judiciaires et de l'exécution. Nous faisons partie de groupes de travail dans lesquels notre expertise est requise et nous entendons bien sûr continuer à renforcer cette coopération et je crois que nous n'aurons aucun problème étant donné ce que nous avons entendu de la représentante de la conférence de La Haye durant ces journées de travail. Le Fonds monétaire international fait également appel à notre expertise. Nous participons à de nombreuses missions dans de différents pays dans lesquels il intervient. Je tiens à rappeler d'ailleurs tout particulièrement les missions menées avec la Troïka. La Troïka, vous le savez, c'est cet organisme qui est constitué de la Banque centrale européenne, la Commission européenne et le Fonds monétaire international. Et nous sommes intervenus donc dans divers pays membres de l'Union européenne à la requête du Fonds monétaire international. En Europe,
l'Union internationale a sa place au sein du Conseil de l'Europe et de sa Commission européenne pour l'efficacité de la justice, la CEPEJ, ainsi qu'au sein de l'Union européenne et de la Commission européenne. Par son importance, l'Union internationale est considérée comme l'organisation par excellence qui représente l'agent de signification et l'agent d'exécution qui est l'huissier de justice. Le caractère mondial de notre organisation lui confère auprès des institutions régionales une force unique de par les apports qu'elle seule peut fournir concernant notre profession et ses activités. Depuis 2004, l'Union, en tant qu'ONG, est observateur auprès de la CEPEJ et participe aux sessions plénières qui ont lieu 2 fois par an. Mais désormais, nous faisons partie du groupe de travail qualité dans lequel sont traitées les questions concernant l'exécution des décisions de justice. Nous participons également aux travaux du groupe évaluation et enfin au groupe Saturne qui s'occupe de la gestion du temps judiciaire. Alors, je souligne là le caractère primordial de cette collaboration puisque cela concerne 47 pays européens. Auprès de la Commission européenne, notre action est également constante. Elle se manifeste de diverses façons, notamment par des position papers que l'Union internationale rédige et lui fait parvenir pour exprimer nos points de vue sur des sujets variés comme la formation ou pourquoi pas ce que devrait être l'huissier de justice en Europe, aussi par de nombreuses entrevues qui nous permettent de faire connaître nos positions sur la législation européenne, particulièrement d'ailleurs sur les difficultés d'application, et parvenir donc à collaborer à l'amélioration des textes européens. Nous travaillons également au sein de la Commission européenne dans les groupes de travail visant à mettre en place la formation des professions judiciaires au sein de l'Union européenne. Dans le cadre précisément de l'amélioration des textes européens, l'Union internationale est membre fondateur de l'ELI, l'European Law Institute, ça vous a été rappelé ce matin, et il s'agit également d'un terrain important d'influence, où l'Union internationale apporte son expertise dans des groupes de travail, en ayant fait reconnaître la nécessité des apports fournis par les praticiens, ce qui est une chose très importante. En Afrique, l'Union internationale a de nombreux contacts avec l'OHADA, ainsi qu'avec l'Union monétaire économique de l'Afrique de l'Ouest, l'UMOA, qui regroupe 8 pays, et qui a accueilli favorablement le projet de statut uniforme de l'huissier de justice. Ce projet, c'est le résultat d'une longue collaboration avec les divers huissiers de justice de la zone OHADA et la forme de stabilité qu'il induit revêt aujourd'hui une importance toute particulière dans le temps où, justement, sur d'autres continents, le statut de l'huissier de justice est parfois malmené. Et c'est à ce point précis qu'il faut comprendre l'interaction entre les pays et les continents et bien comprendre que, les uns sans les autres, nous sommes fragiles et vulnérables. Le statut harmonisé de l'huissier de justice africain sera peut-être un jour le socle du statut de l'huissier de justice européen. Compte tenu du sujet de ce congrès, comment ne pas regarder aussi l'OHADA comme l'éclatant exemple que le droit continental n'est pas incompatible avec le développement économique. Nous avons renforcé notre collaboration avec l'OHADA au travers de son organe de formation, l'ERSUMA, en signant un accord de coopération qui va être mis en œuvre dans les mois qui suivent avec l'appui de l'École nationale de procédure. Le président est dans la salle et je le remercie. En Amérique, nous avons signé un accord de coopération avec le Centro de Estudios de Justicia de las Américas, le CEJA, organisme du système américain, dont les membres sont ceux de l'Organisation des États américains, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 20 pays d'Amérique du Sud, plus les États-Unis, plus les membres de la Cour caribéenne de justice. Le CEJA travaille, entre autres, sur la réforme de la justice civile, ou encore sur les mécanismes alternatifs au procès judiciaire. Et ce sera pour nous une porte ouverte sur le développement de notre action en Amérique du Sud. Tout comme d'ailleurs l'accord de coopération que nous avons signé avec l'Université de Mendoza en Argentine, ce qui devrait nous permettre d'appuyer notre action dans le domaine scientifique en Amérique du Sud. En Asie, nous avons organisé l'année dernière les premières rencontres Asie-Europe à Bangkok, en Thaïlande, qui furent l'occasion pour nous de nouer les premiers contacts avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, qui compte environ 9 pays. Après avoir donc détaillé la place de l'Union internationale à l'extérieur sur le plan mondial,
Il faut, avant d'aborder la dernière partie, examiner la structure de l'Union internationale. Sur le plan scientifique, l'Union internationale dispose de l'Institut Jacques Isnard, Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l'exécution. Cette branche de l'Union internationale a été élaborée en vue de favoriser la recherche juridique, bien entendu, la formation, l'étude et la publication de travaux. Mais le joyau de cet institut, c'est notre conseil scientifique, composé de 12 professeurs, spécialisés en procédure civile et droit de l'exécution, venant de 11 pays différents, de 4 continents différents. Vous les avez vus ce matin à la tribune. Leur contribution aux travaux scientifiques de l'Union internationale est inestimable. Et je profite de ce temps de parole pour les remercier, je les vois disséminés dans la salle, pour les remercier tout à la fois du travail accompli, mais aussi par avance de celui qui va leur être demandé. Au niveau européen, nous avons une série d'ateliers qui ont été ouverts, qui ont été baptisés, c'est le président Netten qui a trouvé ce nom de baptême, les Stobra, selon l'axe Stockholm-Bruxelles-Athènes. Il y en a 7, donc l'idée c'est l'harmonisation concernant la saisie immobilière, la signification et la notification transfrontière, la transparence patrimoniale, la preuve, la formation, les nouvelles technologies et enfin le recouvrement de créances. Alors il faut savoir que l'avancement de ces ateliers ne suit pas le même rythme parce qu'en vérité, nous les développons au fur et à mesure des priorités qui s'imposent à nous en fonction de l'actualité. Donc je reviendrai plus tard sur le futur sur ces ateliers. Au sein même de l'Union internationale, il y a aussi quelques organes qui disposent d'une certaine autonomie. En Europe, par exemple, l'Union internationale s'est déclinée par région avec l'USJ Euroscandinavie ou encore Eurodanube. Il s'agit dans ce cas de participer à l'action de connaissances mutuelles et d'échange des meilleures pratiques qui visent à exposer et à résoudre les problèmes communs d'huissiers sur une même région, avec une place un petit peu particulière pour USJ Euromed, qui est la plus ancienne, et qui a des intérêts un petit peu différents, puisque son but, c'est de répondre aux intérêts économiques liés au renseignement et au recouvrement de créances entre les pays du pourtour méditerranéen. Nous avons aussi désormais l'USJ Maghreb, qui fonctionne sur le même principe que les autres euros. En Afrique, toujours, l'Union internationale a créé CADAT. CADAT, c'est Cape Town, Dakar, Tunis. Et au sein de l'Union internationale, CADAT a pour objectif de parvenir en Afrique à une harmonisation du statut de l'huissier de justice, toujours grâce au principe de base de l'échange des meilleures pratiques pour créer un espace judiciaire permettant la libre circulation des actes juridiques et des jugements. C'est notre confrère Alain Ngongang, le président de la Chambre nationale du Cameroun, qui sera chargé du développement de ce projet auprès du bureau de l'Union internationale des huissiers de justice, et je le remercie. Il est quelque part dans la salle, je suppose, donc je le remercie. Merci Alain, par avance d'avoir accepté cette charge. Cet état des lieux doit non seulement donc être préservé, vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses, mais doit encore et toujours se développer, se transformer et évoluer. Alors nous allons aborder la troisième partie de ces développements, et après le bilan, après l'analyse du présent, nous allons planifier le futur. Président Estévez, je vous ai volé ce titre parce que c'était celui de vos 9e journées pour les chambres et les conseils généraux, mais ce titre était tellement bien adapté à ce que je voulais dire que je l'ai pris. Vous me pardonnerez, je suppose. L'Union internationale se doit, comme toujours, donc de porter au plus haut notre profession. Ce sera bien entendu notre credo et d'assurer la défense de ses intérêts, ceci en conformité avec les objectifs fixés dans ses statuts. Nous ne pouvons pas nous contenter de seulement poursuivre les voies tracées. L'actualité économique mondiale nous pousse à une inévitable évolution. Il faut savoir qu'il se négocie actuellement entre l'Union européenne et les États-Unis un traité appelé TAFTA, donc accord commercial transatlantique ou Transatlantic Free Trade Agreement, aussi connu d'ailleurs sous le nom de TTIP, donc Transatlantic Trade and Investment Partnership. Cet accord prévoit que les législations en vigueur des deux côtés de l'Atlantique se plient aux normes du libre-échange établies par et pour les grandes entreprises européennes et américaines. Nous devons être vigilants, car dans ces négociations qui s'engagent, nous pourrions voir se profiler le spectre de l'éternelle lutte d'influence entre la common law et le droit continental, propre à remettre en cause non seulement notre statut, mais aussi notre existence.
Il faut voir aussi les aspects positifs de ceci, de ces changements annoncés. Ils vont être pour nous source de défis à relever, de réflexions à mener autour de nouvelles activités et autour de la présentation d'un nouveau visage de l'huissier de justice. Par conséquent, l'Union internationale va mettre en œuvre tous les moyens pour continuer à être force de proposition. C'est sous le signe du lien entre l'économie et le droit que se poursuivra notre action en mettant en œuvre le principe de bonne gouvernance. Nous en avons parlé ce matin. Placer l'huissier de justice, pilier de la bonne administration de la justice au sein de ce concept, ce sera l'une de nos priorités. La bonne gouvernance peut être pour l'État un moyen de transfert de certaines fonctions sur la tête de professionnels qualifiés, comme l'huissier de justice. La simplification et l'accélération des procédures judiciaires, l'utilisation des nouvelles technologies, le meilleur accès à la justice, l'harmonisation des procédures, l'information du justiciable, la qualité de la justice en général sont les voies de la bonne gouvernance en matière judiciaire et ce sont les voies que nous emprunterons. Les événements récents dans divers pays nous montrent qu'il faut fournir à tous des outils pour forger notre avenir. C'est ainsi que sera menée l'action de l'Union internationale dans les années qui viennent. Sur l'exemple du Code mondial, qui désormais vous appartient, nous allons fabriquer ensemble les instruments qui vous permettront de vous défendre ou, à tout le moins, de vous donner des arguments nécessaires pour répondre ou mieux pour anticiper les difficultés que vous pourriez rencontrer. Pour mener à bien cette entreprise et remplir notre boîte à outils, il nous faut des concepteurs. Le bureau que vous avez élu travaillera pour vous à la création de ces outils. Sur le plan interne, le bureau sera épaulé par le secrétariat, qui est composé d'un secrétaire général, et c'est Mathieu Chardon qui a bien voulu prendre en charge ce poste. Je ne sais pas où est Mathieu, mais... Et le secrétariat administratif sera mené par l'incontournable Louisa, mais elle n'est pas là, alors on peut l'applaudir quand même, on lui racontera. Cependant, notre succès et notre développement nous amènent à nous appuyer sur une organisation plus importante. Donc nous allons créer une cellule juridique qui sera conduite par notre expert consultant de l'Union internationale des huissiers de justice, Guillaume Payan, qui est ici, qui est maître de conférence à l'Université de Toulon. Il regroupera autour de lui des confrères de différents pays et cette cellule sera chargée tout à la fois de développer et de maintenir les outils existants, mais encore d'en créer de nouveaux. Alors dans les outils existants, il y a le Code mondial, on en a déjà parlé, nous savons que sa première phase est terminée, nous avons compris qu'il faut le disséminer, c'est ce que tout le monde nous a dit, le faire connaître pays par pays, et ensuite prévoir les modalités d'adaptation du code dans les différentes parties du monde. On pourrait dire en quelque sorte que nous vous avons présenté la partie législative et que nous allons construire la partie réglementaire d'une certaine façon. Ensuite, il y a les STOBRA, je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous allons poursuivre leur développement et ils seront présentés à la Commission européenne dès leur achèvement. Il y a aussi le grand questionnaire de l'Union internationale des huissiers de justice. Vous savez que c'est sans nul doute, avec le Code mondial, l'une des autres réalisations majeures de ces dernières années. Il constitue une base de données unique sur notre profession. Et je profite d'ailleurs de ce moment pour inviter les chefs de délégation qui n'auraient pas encore répondu à le faire rapidement, puisque c'est Patrick Guilaine et Fanny Cornette qui sont en charge plus précisément de recueillir vos réponses. Grâce à ce questionnaire, nous avons pu établir le premier rapport sur l'exécution qui a été présenté à Strasbourg, à la CEPEJ, en décembre dernier. Ce rapport est construit d'ailleurs sur le même modèle que celui du rapport de la CEPEJ et il sera bisannuel. Il établit des statistiques avec leurs analyses concernant l'exécution dans les différents pays européens et sera étendu à d'autres pays par la suite. La rédaction de position paper sera poursuivie, bien entendu. Le prochain à venir concernera les ventes aux enchères. Le service aux États, ce que nous avons appelé le service aux États, qui est mis en place par le secrétariat de l'Union internationale, sera développé. De quoi s'agit-il? Il s'agit de fournir des renseignements concernant la signification, l'exécution transfrontière à tous ceux qui en font la demande, souvent au téléphone à l'Union, en disant voilà, j'ai une décision à exécuter en Espagne, au Maroc, ou voilà. Et donc nous fournissons ces renseignements et ce service ne se limite pas à ces sujets parce que parfois nous sommes aussi amenés à fournir des renseignements tout simplement sur le système d'exécution en général dans tel ou tel pays. Et parce que nous avons cette base de données que vous nous transmettez, eh bien, nous
pouvant répondre et faciliter les échanges transfrontières. Enfin, le dernier outil, c'est celui de la formation. Nous allons proposer en Europe un nouveau programme de formation. Les chefs de délégation recevront sous peu un courrier pour leur expliquer la nouvelle formule que nous voulons mettre en place. Nous continuerons bien entendu les sessions de formation en Afrique avec la collaboration mise en place par l'ERSUMA et en partenariat toujours avec l'École nationale de procédure de Paris dans le cadre de l'UFOJA. Je tiens ici à faire une pause et à m'exprimer vis-à-vis de nos confrères africains, et notamment à exprimer tous les regrets que nous avons actuellement sur les difficultés de mise en place de nos sessions de formation dans certains pays. L'actualité politique nous contraint à ajourner nos déplacements, mais vous savez que nous faisons et que nous ferons tout notre possible pour maintenir les programmes prévus. Et je sais que je peux compter sur votre compréhension et je veux vous en remercier d'ores et déjà tout particulièrement. Ça, c'était les outils existants. Il y a des outils à créer, et pour créer ces outils, il y a deux axes, finalement, qui se dressent tout naturellement devant nous. Je les ai déjà ébauchés au long de mes propos. Le premier va consister à mener une réflexion sur l'huissier de justice et son statut. Quel est le modèle que nous voulons promouvoir aujourd'hui? Et puis, le second axe se concentrera sur les activités. Les exigences économiques nouvelles, la mondialisation nous obligent à être proactifs et à nous adapter. Et seule l'Union internationale peut mener cette réflexion pour vous par la diversité et la richesse des situations que vous lui offrez. Alors la méthodologie sera simple. Il suffit de prendre l'exemple de l'émergence du Code mondial qui est apparu, donc on l'a vu, dans les réflexions des congrès d'Athènes, de Tunis, et puis a pris forme à Washington. Eh bien, il en est de même d'ailleurs pour la pluridisciplinarité de l'huissier de justice qui résulte des travaux de Washington. Aujourd'hui, nous demanderons à la cellule juridique, sous la houlette du conseil scientifique, bien entendu, de réfléchir aux idées émises lors des différents congrès. Par exemple, à Marseille, la grande profession de l'exécution, la médiation post-judiciaire, les nouvelles activités liées au nouveau droit des contrats. Vous voyez que là, nous ne sommes pas très loin du fameux TAFTA. Cape Town, avec l'huissier de justice du XXIe siècle, et Madrid, avec l'influence de l'économie sur nos activités. Enfin, comme vous le savez, l'expertise de l'Union internationale est requise partout dans le monde. Et nous participons à de nombreux projets qui sont pour nous l'occasion de mettre en place des systèmes judiciaires et d'organiser notamment les voies d'exécution dans de nombreux pays. Ces projets se multipliant, nous avons décidé de créer une cellule d'experts qui sera dirigée par Eline Vilippus, notre consoeur estonienne, qui est sans doute aussi quelque part dans la salle, du moins je l'espère, ou peut-être pas. Et il s'agira de former les experts à l'analyse des situations, à la rédaction des rapports, à la mise en place de systèmes judiciaires, à la formation, pour pouvoir répondre aux demandes qui nous sont fournies. C'est ainsi que se construira l'action de notre bureau. La cellule juridique élaborera sur les recommandations du Conseil scientifique les programmes de colloques internationaux qui pourront être organisés par tout pays qui le souhaitera avec l'Union internationale de l'huissier de justice. Voilà un petit peu le mode de fonctionnement. Les experts participeront aux différents projets auxquels ils pourront être amenés à participer pour implanter surtout les grands principes du Code mondial de l'exécution. Alors, la mondialisation s'est imposée, servant des activités économiques qui se développent sur une échelle régionale, voire mondiale, et des réglementations juridiques qui se détachent peu à peu de l'autorité du territoire de l'État-nation. La légitimité des règles de droit est très ouvertement mesurée à l'aune de ses performances économiques. En d'autres termes, et d'ailleurs, encore une fois, le traité TAFTA le confirme, des règles juridiques internes peuvent voir arriver leur inéluctable modification au regard de leur inadaptation au développement des échanges transnationaux. Plus que jamais, un droit de l'exécution, mais quand je parle d'un droit de l'exécution, il s'agit de l'entendre au sens large, c'est-à-dire toutes les formes d'exécution volontaire, forcée, participative, négociée, et donc qui sécurisent les échanges économiques à l'échelle mondiale et devient une composante de l'évolution des données économiques, et ce droit de l'exécution est nécessaire. La liberté économique et la justice ne doivent pas du tout être conçues comme opposées, mais bien comme complémentaires. Et notre profession, précisément, qui subit les revers de la crise économique, fait que plus que jamais, nous devons être unis et donner à l'Union internationale, par là même, la force qui lui permettra de continuer de défendre, au travers de notre profession, les valeurs universelles de justice, de transparence, de loyauté, d'équité, parce qu'elle est unique, parce qu'elle représente tout ce que notre profession peut contenir,
parce que vous lui donnez la pleine connaissance de notre profession dans le monde. L'Union internationale est le seul vecteur capable de vous représenter dans le monde entier et par cette puissance d'assurer la pérennité de notre profession. Nous savons que l'importance de notre organisation, nous avons pu mesurer tout au long de ces journées, ne doit pas être un poids qui l'empêche de se mouvoir, mais au contraire une source d'énergie qui lui donne la force de se renouveler. L'Union internationale est armée pour répondre aux bouleversements. L'avenir se trouvera dans notre évolution et nous devons réfléchir ensemble pour faire émerger les résultats de cette évolution. Les changements économiques évoqués durant ces 2 jours, les changements sociétaux ne doivent pas nous laisser indifférents. Nous avons vu que dans certains pays, les statuts de l'huissier de justice sont l'objet de mutations profondes. Nous devons être force de proposition pour ne pas subir. Mieux vaut être les pères de notre avenir que les enfants de notre passé. Alors nous allons créer et forger des outils pour notre futur, parce que n'oubliez pas que si l'homme ne façonne pas ses outils, ce sont les outils qui le façonneront. Je voudrais terminer en m'adressant au président et chef de délégation, en vous exprimant la reconnaissance que nous avons envers vous, et ce n'est pas encore suffisant pour souligner votre coopération, votre appui, par votre soutien sans faille, en dépassant les clivages, en résistant aux tentatives de division, au-delà des sacrifices de toutes sortes et notamment financiers que cela implique. Vous nous permettez de mener notre action dans l'intérêt de la profession. Ce n'est qu'ensemble et unis que nous pourrons résister au vent contraire. Ce n'est qu'ensemble et unis que nous pourrons porter au plus haut notre profession. Ce n'est qu'ensemble et unis que nous pourrons avancer dans le respect de notre fonction et dans sa reconnaissance. Vous ne pouvez pas savoir combien votre fidélité nous réconforte et nous donne la force de nous dépasser en nous mettant à votre service. Vous êtes les âmes du succès de l'Union internationale et vous en serez les artisans si vous utilisez les outils qu'elle vous fournit. L'Union internationale ne vit que par vous, grâce à vous, pour vous, notre union et notre force. Merci.